Merci. Merci de m'avoir invité. Je suis très, très heureux d'être ici. C'est toujours, surtout quand on est en partie à la retraite, quand on a la chance de sortir, d'aller ailleurs, ça nous fait voir des figures nouvelles et des points de vue nouveaux aussi. Et c'est pour moi et pour vous et pour moi probablement un enrichissement. Et c'est pour ça que je m'en réjouis. C'est vrai, je suis connu comme quelqu'un qui a travaillé en bioéthique. Évidemment, aujourd'hui, on ne parlera pas des grands sujets de la bioéthique, hein, les technologies de reproduction, l'intelligence artificielle, la génomique, la médecine personnalisée, etc. Toutes les grandes questions bioéthiques. On va tout simplement parler d'espionnage. Et le petit espionnage. Parce qu'on est dans les petits soins de santé, c'est pour les vieux, pour les gens qui sont en perte d'autonomie. Donc, les gens dont on ne s'occupe pas trop, sauf de temps en temps, et on se choque, puis on met des petites caméras cachées dans les centres, les CHSLD, etc. Donc, tout ça, c'est pour vous dire, c'est pas pour rire du sujet dont je vais traiter, au contraire, il est très sérieux, mais par rapport aux gens qui font les grands sujets de bioéthique, ça apparaît quelque chose de... Et comme les gens qui sont en médecine de pointe aussi, ça apparaît pas un sujet très, très important. Et pourtant, pour les familles, pour les personnes qui vivent le placement, la perte d'autonomie, c'est des sujets extrêmement sérieux qui concernent toute leur vie. Donc, pourquoi je me suis intéressé à cette question, les caméras cachées dans les milieux de vie des aînés, c'est simplement parce que le Comité national d'éthique sur le vieillissement a été demandé par la ministre qui devait présenter un projet sur la maltraitance et dans les sujets de la maltraitance, il y avait les questions de caméras cachées, a demandé au Comité national d'éthique de lui faire un avis sur l'utilisation des caméras, non pas cachées, mais des caméras dans les CHSLD. Et c'est moi qui présidais le groupe de travail sur cette question-là. Et on a décidé de se centrer sur les caméras cachées et de laisser tomber toutes les autres questions parce que ça aurait pris un temps énorme, etc. Et ça dépassait, au fond, nos capacités de travail. Donc, on travaillait sur une seule question. Donc, voilà ce qui explique pourquoi je travaille non plus sur les grands sujets de bioéthique, mais sur les petits sujets de bioéthique, mais peut-être les plus importants actuellement. Donc, je voudrais un petit peu en introduction faire quelques remarques sur les soins, la technologie pour les personnes en soins, pour les personnes vulnérables et en perte d'autonomie. Et essayer de décrire en deuxième lieu la caméra cachée ici ailleurs, l'état de la situation, particulièrement en Amérique du Nord, les arguments des partisans et des opposants à cette utilisation des caméras cachées. Et je voudrais, au fond, ça serait la partie peut-être la plus importante qui m'intéresse le plus pour moi, comment on pourrait promouvoir une bonne pratique des caméras cachées si il faut les utiliser. Et dans la conclusion, j'ai intitulé ça « De la punition à la collaboration ». Donc, ça serait une chance de mon travail. L'introduction. Donc, je vais faire un certain nombre de constats. D'abord, beaucoup d'analyses actuellement font remarquer que le nombre d'aînés en perte d'autonomie va grandissant. Ça, tout le monde le sait. Mais aussi que la capacité des familles à veiller sur ces personnes en perte d'autonomie va diminuant. Et on voit dans la littérature, c'est un deuxième constat de la littérature, on dit comment on va résoudre ce problème d'une augmentation des personnes qui ont besoin de soutien, qu'on les aide, et la perte ou le manque de personnes capables de les aider. Et beaucoup d'auteurs disent, mais c'est la technologie qui va répondre à ce problème.
Et un des articles les plus intéressants là-dessus, justement, Bridging the Gap, c'est le titre du titre que j'ai traduit ici. Le stress psychologique et financier qu'impose la prise en charge des proches âgés et le besoin croissant de soignants sont des catalyseurs de l'invention des technologies appropriées. Donc, voilà une orientation qui est proposée, développement des technologies pour aider les personnes en perte d'autonomie. Mais l'auteur dit, mais il demeure un certain nombre de problèmes juridiques, c'est la confidentialité, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire, et il y a des préoccupations réglementaires aussi, comment on va organiser ça. Donc, c'est comme ça qu'on présente dans beaucoup d'articles qui sont beaucoup plus en droit qu'en éthique, la question de la surveillance des personnes qui sont en perte, des personnes âgées qui sont en perte d'autonomie. Donc, troisième constat, mais quel type de technologie faut-il développer pour répondre à la question qui nous a été posée au départ? Et là encore, on nous dit, il y a deux types de technologies. Il y a des technologies qui servent d'assistance, on pourrait peut-être dire de veiller, d'aider. Puis il y a des technologies qui servent, qui visent la surveillance de ces personnes. Donc, il y a deux types de technologies. Et par exemple, une technologie d'assistance, c'est plein de technologies. Hein? Les infirmières qui surveillent de l'extérieur de la demeure, puis les gens ont des bracelets, toutes sortes de séries de technologies qui à la fois sont des veilles, mais aussi qui surveillent d'une certaine façon. Vous voyez, il y a deux types de technologies. Mais un risque dans tout ça, c'est qu'on va privilégier la surveillance qui est peut-être plus facile que de réaliser vraiment un accompagnement, etc. Mais aussi, et cet auteur dit, le plus grand risque de certaines technologies, c'est d'enlever la capacité des personnes elles-mêmes de pouvoir agir elles-mêmes. Donc, on va les surveiller, puis de là, nous, on va pouvoir, puis elles sont protégées, donc plus de problème. Donc, c'est une question qui peut se poser. Quand j'ai cité des auteurs, à la fin de mon PowerPoint, de ma présentation, j'ai mis toutes les bibliographies complètes, si vous voulez y retrouver. Donc, question qu'on peut poser, est-ce que veiller, ça égale surveiller, etc. Et l'autre, pourquoi la caméra cachée? Voilà le sujet plus précis que nous allons regarder aujourd'hui. Donc, la caméra cachée, ici et ailleurs. Si on veut une définition plus générale, une caméra cachée, c'est une personne qui est filmée à son insu. Ça, c'est assez simple. Et la pratique se généralise dans nos sociétés. Hein. Paraît-il que la ville de Londres est la ville la plus surveillée, c'est là qu'il y a le plus de caméras cachées. Et dans l'espace public, c'est apprécié même. Il y a des gens qui disent, oui, ça nous protège, on est content, nous, on n'a rien à se reprocher. Donc, on est content. Même si il y a des cas particuliers, et le cas particulier, c'est la chambre de la personne aînée. Hein? Là, la caméra est utilisée dans un espace intime. La famille suspecte ou craint la maltraitance. Donc, c'est lié à un problème de maltraitance appréhendé ou qu'on veut vérifier. Et comme tel, le recours à la caméra va rester secret, sauf s'il y a des preuves qu'il y a eu maltraitance. Et là, la famille ira à l'administration ou au gestionnaire en disant, écoutez, là, etc., etc. Et cette pratique de mettre une caméra cachée, c'est une pratique qui est en hausse, qui est largement en hausse en Amérique du Nord. Pas seulement au Québec, mais dans toute l'Amérique. Je pense que c'est ce que notre rapport là, du CNEV, le Comité national d'éthique sur le vieillissement, a trouvé là, par
l'analyse la recension des écrits. Mais de façon plus particulière, la caméra cachée en CHSLD, c'est-à-dire au Québec, c'est à peu près vers les années 2012, plus ou moins, que là, les médias ont révélé des cas troublants. C'est par les médias qu'on a appris qu'il y avait des caméras cachées. Des journaux, le Journal de Québec et le Journal de Montréal sont très présents dans ce type de situation. Bon. Donc, en 2014, le gouvernement a demandé un avis qui était préoccupation éthique relative à l'utilisation de caméras vidéo dans les milieux de vie des aînés. Ça ne comprend pas seulement les chambres, mais les corridors, les escaliers, etc. Tout ça, mais nous, comme je vous ai dit, on s'est limité. Donc, on a rendu notre avis le 3 septembre 2015 sur les aspects éthiques de l'utilisation de caméras vidéo dans les milieux de vie des aînés. Et ce rapport, cet avis, se trouve sur le site de l'IPSA de l'Université Laval. Ici, vous allez trouver le rapport. Et, pour faire suite à la situation québécoise, en 2016, Mme Charbonneau, la ministre qui est chargée de cet aspect de la vie, a déposé le projet de loi 115 sur la maltraitance. Donc, et en octobre 2017, donc il y a à peine un mois, un peu plus parce que c'est vers le 10 à peu près, elle a annoncé qu'il y aurait un règlement sur les mécanismes de surveillance par un usager ou son représentant dans les installations du réseau. Donc, elle dit, moi, je vais prendre une position sur les caméras cachées. Et que comprendra ce règlement? Donc, qui est annoncé. L'utilisation de mécanismes de surveillance comme les caméras ne sera pas illégale, mais il ne sera pas accepté de les utiliser sans des balises claires, de manière à ne pas porter atteinte aux droits de la vie privée des individus. Elle dit oui, je vais autoriser qu'on puisse utiliser des caméras cachées, mais il y aura des balises claires que je vais déterminer afin qu'on ne porte pas atteinte au droit à la vie privée des individus. Dans cette affirmation-là, on voit que ça risque à nous lancer dans toutes sortes de contradictions. Hein? Oui, on va permettre les caméras cachées, mais avec des balises claires. Il y a là une petite difficulté dans le langage, si vous voulez. Et sans porter atteinte au droit à la vie privée des individus. Puis si on regarde le règlement, il dit, elle va prendre en considération le besoin des familles de veiller à la sécurité, le droit des aînés à la vie privée, la préservation de la relation professionnelle avec le personnel et la préservation de la réputation de l'établissement. Vous voyez, il y a tout et son contraire ici. Et je vous ferai remarquer aussi, là je fais un peu un jugement, là. Ce qui est premier, on n'a pas l'impression, j'ai pas l'impression, ce sont les aînés. Ce qui est premier, ce sont les familles. Alors ça, moi, ça me pose question. Je pense que je vais axer d'ailleurs le reste, un peu ma présentation sur cet aspect-là, au fond. C'est que c'est les familles qui chialent. Et ils ont peut-être raison ou pas, ça, c'est une autre chose. Mais les aînés, les personnes aînées, les résidents, sont toujours en second. C'est toujours ça, je pense que ça devrait nous soulever des préoccupations. L'état de la situation en Amérique du Nord. Ici, c'est la procureure je crois, de l'État du Michigan, qui dit « Malheureusement, les résidences des personnes âgées favorisent les pratiques de la maltraitance. » C'est clair, hein? Ça a l'avantage d'être clair. Incapacité des victimes à signaler le crime et des autorités à faire respecter les lois. Ce qui est très intéressant ici. Non, ce n'est pas le procureur, je m'excuse. C'est l'autre. Face à ces difficultés, les proches aidants eux-mêmes ont pris le problème en main en recourant à la vidéosurveillance cachée.
C'est intéressant quand même. C'est les familles qui ont décidé de s'occuper du problème, puisque l'État et les gestionnaires n'arrivent pas à s'en occuper. Et la procureure générale de l'État de l'Illinois, c'est ici, elle dit « Je constate trop souvent nos proches âgés en résidence ne sont pas toujours en sécurité et bien traités. » Et en 2014, elle a déposé un projet de loi où elle dit « Les familles pourront installer des caméras cachées dans les chambres à condition de les prendre en charge et qu'il y ait un consentement de la personne filmée. » Donc, c'est la loi. Et c'est cette orientation-là qui prend actuellement le dessus un peu partout en Amérique du Nord. Et même la proposition de Mme Charbonneau, ça s'inscrit dans cette perspective qui est ici. L'état de la situation, si on regarde, c'est vrai, la maltraitance des aînés vulnérables, elle est réelle, et si tous les aînés ne sont pas maltraités, plusieurs le sont, et la qualité des soins et la qualité de la vie soulèvent beaucoup d'inquiétudes, que ce soit au Québec, au Canada, aux États-Unis, en Europe, etc. Et il y avait ce matin dans le Journal de Québec tout un article, un long article sur les personnes qui sont les aides dans les centres, tout ça. Et c'est très intéressant comment des gens qui, parce que moi, ça je l'ai vu, des gens qui aiment leur travail, des gens qui ont peu de formation et qui n'arrivent pas à faire ce qu'ils devraient faire et voudraient faire. Il y a un vrai problème ici qu'il faut regarder, mais autour de ça. En Amérique, la solution, elle est juridique. Il y a 12 États américains qui ont le droit à la caméra cachée dans le contexte que je vous ai décrit, c'est-à-dire les familles doivent payer, question de justice par rapport aux autres, etc. Les gens qui ont des familles, Au Canada, quand on avait fait le travail, on n'arrivait pas à voir si c'était légal ou pas. Les gens qui le font, c'est permis, mais est-ce que la loi dit quelque chose de précis? Ça, on n'arrive pas à le voir. Et en Europe, d'après ce que je comprends, la question de la caméra cachée ne se pose pas. Bien qu'il y a beaucoup de règles et de règlements concernant l'utilisation de la vidéosurveillance, mais pas dans la perspective de la caméra cachée comme nous le faisons, comme on le fait aux États-Unis, comme on va probablement le faire ici. Je voudrais maintenant, ça vous présente un petit peu, là, c'est résumé, mais ça vous présente un petit peu l'état du dossier de notre côté de l'océan. Quels sont les arguments favorables que l'on rencontre? La première, c'est on dit qu'il faut protéger le résident, puisque être placé en résidence, c'est un lieu idéal pour être maltraité jusqu'à un certain point, et la solution idéale, c'est la caméra cachée. Et quand on lit les articles, les écrits, on nous dit, les gens qui sont favorables, c'est une technique preuve à l'appui. C'est très clair que c'est bon, ça fait ses preuves. Deuxième argument favorable, ça protège le personnel. Parce que quand on met une caméra, c'est qu'on veut prendre en défaut un membre du personnel. Habituellement, c'est la raison. Et là, comme tout le monde va savoir que les caméras peuvent être posées, donc, s'il y a une accusation faite par la famille, on va tout de suite aller chercher la caméra, puis on va prouver que ce n'est pas vrai. Puisque le personnel dit non, 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 on n'a pas fait ça. Peut-être dans la discussion, pour avoir des cas qui correspondent effectivement à ça, hein, où on a faussement accusé des bénéficiaires, et je reviendrai là-dessus, sinon je vais perdre mon fil. Donc, troisième argument favorable,
ça va améliorer la prestation des soins puisque les infirmières, les préposés, les aides, etc., vont se savoir surveiller. Et se sachant surveiller, ils vont mieux faire. Ils ne voleront plus le chocolat. Et l'autre argument favorable pour les gens qui sont favorables, il dit, si l'organisation n'agit pas, c'est à nous d'agir. Donc, c'est le devoir de protéger les proches parce que les établissements rejettent les plaintes des proches. Parce que très souvent, ce qui arrive, c'est des familles disent « ma mère se plaint que ». Puis, non, ça ne se peut pas chez nous. Puis là, si les familles se plaignent trop, les familles deviennent des familles à problème. Pour les gestionnaires, etc. Et donc là, on arrive à des querelles à l'intérieur. Parce que les familles sont insupportables. Alors, vous voyez, là, c'est pourquoi il faut, dans un contexte de maltraitance, avoir ces caméras cachées, parce que les gestionnaires, l'organisation, n'agit pas. Alors, comment faire? Donc, il faut permettre l'utilisation des caméras, de caméras vidéo. Jamais on ne l'oblige, nulle part. Hein? Deuxièmement, la loi du Texas, actuellement, semble être celle qui fait le plus consensus. On dit le consentement du résident est obligatoire, mais il faut toujours notifier à l'extérieur de la porte du résident qu'il y a une caméra qui peut être placée. Comme sur les routes, hein, quand on pourrait dépasser la vitesse permise, il y a des caméras. C'est exactement le même modèle qui est utilisé ici. Mais, comme dit Mayer, ce n'est qu'une mesure palliative contre la maltraitance des aînés, au fond. Ça peut avoir, pour prendre une personne, mais ça ne change rien à l'ensemble des services, etc., qui sont rendus aux personnes qui sont en perte d'autonomie. Quels sont les arguments défavorables? C'est que les gens qui sont contre disent le moyen lui-même est inefficace. Parce que ça ne montre pas exactement ce qui s'est passé. L'angle de vue peut avoir... l'angle de vue de la caméra peut fausser l'action peut fausser l'interprétation, de l'action qui est faite. Puis là, il y a des variables externes, comment ça s'est fait, l'achat, et c'est pas sûr que c'est simple d'opérer des équipements comme ceux-là. Parce que les caméras, comment elles sont placées, etc., là, c'est pas si simple que ça de dire que ça va toujours donner la vérité. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent le moyen, là, il n'est pas si efficace que ça. C'est par rapport au premier argument qu'on avait. Hein. Deuxièmement, ça nuit au respect du résident, au sens qu'il est toujours vu en permanence dans son intimité. Il est toujours sur la surveillance. Hein. Qui d'entre nous aimerait être toujours possiblement vu par d'autres personnes? Et aussi d'être surveillé par son enfant. Au fond, son enfant devient le parent. Vous voyez qu'au niveau du respect de la personne âgée, ça soulève beaucoup de questions, disent ces gens. Et ça crée un état de méfiance permanent dans une organisation. Ça appauvrit le climat de travail et ce sont les soins qui, à la longue, en souffriront. Et donc, est-ce que la caméra favorise une meilleure écoute? C'est la question que l'on peut poser, que posent ces arguments-là. Donc, moi, il me reste 10 minutes. Je voudrais ce que j'appellerais élargir la perspective argumentaire. Ça, je vous ai présenté ce qu'on peut appeler les faits, les données, tout ça. Je voudrais maintenant vous offrir plus une réflexion particulière.
Les arguments pour ou contre présentent différentes facettes du problème et on voit que ces différentes facettes et ces arguments-là ne sont pas tous faux, ni l'un ni l'autre, hein, de part et d'autre. Mais ils ne disent pas non plus toute la vérité. Ils gardent silence, je crois, sur l'ensemble de la situation. Parce que on ne voit qu'un élément, puis au fond, toute la maltraitance est beaucoup plus large que cet élément là, du vol du chocolat ou de mal peigner la patiente, etc. C'est complexe, au fond, les soins qui sont donnés, etc. Et ça ne dit rien là-dessus, la complexité des soins. Les contraintes des uns et des autres. Donc, je vous donne un petit exemple. Il y a eu un cas où la caméra cachée a pris une patiente qui était tirée, qui était sur le plancher, qui était tirée par un bénévole, et on a tout de suite crié à la maltraitance. Et quand on s'est retrouvé devant le juge, on s'est aperçu que cette aide-soignante a été prise en rentrant dans la chambre en voyant cette femme qui était à terre et qui ne pouvait plus grouiller, puis elle a essayé de la rapprocher d'une chaise pour qu'elle puisse se lever. Ah, donc, il n'y avait pas du tout, c'était un bon geste qu'elle posait, alors que ça a été vu comme une maltraitance. Puis la diversité des valeurs des différents acteurs. Hein? Il faut bien dire qu'il y a une multitude d'acteurs et ces acteurs-là n'ont pas tous les mêmes valeurs, les mêmes intérêts, les mêmes façons de voir les choses. Alors, et ça, la caméra cachée ne nous parle absolument pas de ces réalités-là. Est-ce qu'une bonne pratique éthique serait possible? Moi, Moi, je pense qu'il faut partir de ça. Si on veut réfléchir de manière éthique à partir des situations qu'on voit, il faut poser une première question. Pourquoi les familles se croient-elles dans l'obligation de recourir à ces caméras? Moi, je pense que c'est la première question qu'on devrait collectivement se poser. Pourquoi les familles croient qu'il faut y recourir? Et ça, c'est pour établir la problématique, la réponse, la bonne pratique éthique. Je pense qu'il faut réguler le recours à la caméra cachée. Je ne pense pas que la caméra cachée doit être absolument condamnée dans toutes les circonstances. Mais il faut réguler. Mais aussi, pour réguler, il faut comme gestionnaire, comme organisation, prévenir l'obligation du recours à la caméra. Les familles sont obligées d'y recourir. C'est comme ça qu'elles se voient. Comment on peut faire pour qu'elles ne se sentent pas obligées d'y recourir? Et il faut réagir. Maintenant, s'il y a des caméras qui sont posées, comment on va réagir? Donc, moi, ce que je voudrais réfléchir, c'est sur l'avant-caméra puis l'après-caméra. Donc, pourquoi la caméra? Quand on regarde, qu'on lit la littérature, puis qu'on parle aussi avec les gens, la famille se sent souvent coupable d'avoir dû placer son parent. Parce que ça va à l'encontre de la volonté de l'aîné, qui souvent, l'aîné était dans sa maison, a une petite attaque, une petite crise, transporté à l'hôpital. Et là, quelques jours, quelques semaines après, les médecins, les travailleurs sociaux disent à la famille, votre mère, votre père ne peut plus retourner à la maison. Donc, vous devez, il doit aller dans une résidence intermédiaire, un CHSLD, etc. Donc, vous voyez, en 15 jours, qu'est-ce qui a pu se passer. Et la famille, si on s'était occupé plus de notre mère, si on avait fait quelque chose. Donc, il y a toutes sortes de questions, de préoccupations qui naissent dans la famille, d'une part. Et d'autre part, les familles sont inquiètes de la prestation des services qui sont donnés dans ces CHSLD. Et moi, à mon âge, je commence à le voir. Je suis allé souvent dans des CHSLD, mais là, je connais des gens plus jeunes que moi, là, qui sont soixantaine, début 70, et qui vont voir des gens parce qu'il y a de leurs amis qui commencent à devoir être
Puis là, il revient, jamais je vais là, je ne vais pas rentrer. Donc, vous voyez la réaction qu'on a à l'égard de ces milieux. Donc, on est inquiet des services qui sont rendus, de ce qui se passe là-dedans, etc. Donc, que les familles disent « la tendance à la caméra de ne pas faire confiance », ce n'est pas quelque chose qui est incroyablement surprenant. Donc, les résidences, elles, qu'on prend CHSLD, résidences intermédiaires qu'on appelle, ils sont dans un contexte difficile. Les gestionnaires sont pris entre l'arbre et l'écosse. On sait, il n'y a plus de gens pour prendre des bénévoles, etc. Il y en manque énormément. Après ça, ces gestionnaires-là, ils reçoivent des ordres de façon continue du ministère, du CIUS, du CIS, etc., des familles de l'autre côté, et ils ne savent plus quoi faire, sauf souvent de sauver les apparences. Ils sont vraiment débordés, je crois, par leur situation. Et ils sont peu soutenus. Et les formations qui sont données aussi pour les aides-soignants et tout ne sont pas très longues formations et surtout, elles ne sont pas continues. Et moi, j'ai donné des formations dans de très bons CHSLD et ce qui ressortait des formations, c'est que les équipes ne se parlaient jamais. À l'intérieur des équipes, ils ne se parlaient jamais. Quand ils vivaient des choses difficiles, ils n'échangeaient pas là-dessus. Vous voyez les difficultés qu'il y a là-dedans. Et dans ce sens-là, tout le contexte de la vie en établissement va être difficile et tout le monde va courir, toujours entendre courir. Donc, la communication est difficile. Lorsque les familles se plaignent, les familles sont dites fatigantes. Les familles se sentent responsables, elles veulent agir, ne comprennent pas ce qui se passe, etc. Ça devient un problème central, majeur. Et là, comment on va agir là? Il y a une communication. Ça devient pour moi un problème éthique majeur que la manière dont les familles agissent ou la manière qu'on veut que les familles agissent, ou je ne sais pas comment le dire à ce stade-ci, mais je pense que là, il y a quelque chose à faire là. Donc, le devoir moral et droit des familles. Est-ce que le devoir des familles de mettre, par exemple, une caméra cachée, ça repose sur un droit? Certains disent oui. Selon certains, parce que le droit, c'est que la chambre, c'est mon milieu de vie. Et le ministère le dit, c'est un milieu de vie, de sorte que c'est au patient et à sa famille à décider ce qu'on fait dans le milieu de vie. Mais si on le poussait un petit peu plus loin, on pourrait se demander si tout est permis dans ce milieu de vie ou seulement ce qui fait l'affaire des gestionnaires. Est-ce qu'on va amener son chien? Est-ce qu'on va amener... etc. On pourrait se poser cette question-là. D'où le droit de décider ce que j'y fais. C'est ça l'idée. Hein? On ne peut pas s'opposer au droit des familles de mettre une caméra. Ça, c'est une thèse. Il y a... Dans un certain sens, c'est vrai que le ministère veut valoriser le milieu de vie, mais moi, je pense qu'il faut prendre ça, ce devoir-là, qui reposerait avec des nuances. Parce que l'aîné est là car il a besoin de soins et en perte d'autonomie. Il n'est pas là parce qu'il veut être là, comme je suis dans ma résidence. Je le suis parce que j'ai besoin de services. J'ai besoin d'aide. De sorte qu'il faut clarifier si, dans ce lieu qui serait un milieu de vie, je suis le maître des lieux. Ça, c'est une question qu'il faudrait voir plus et pas se cacher derrière, c'est son milieu de vie. Parce que si c'est son milieu de vie, on l'organiserait bien autrement, possiblement. Donc, le ministère doit clarifier sa position là-dessus. Le Comité national d'éthique lui disait qu'il s'impose des règles d'encadrement faites en concertation avec tout le réseau, en discussion avec toutes les parties. Nous, ce qu'on proposait, c'est qu'il y ait comme une espèce de comité
qui aborde, avec plein d'acteurs, qui abordent les questions, et non pas laisser ça simplement à quelques gestionnaires. Mais parce qu'il faut avoir un sain équilibre entre le droit à la vie privée et le droit à la sécurité de cette personne qui est là et qui a besoin de notre aide. Il y a un juste équilibre à tenir des forces qui sont en présence. Il y a d'une part les personnes âgées, leurs aidants naturels, les autorités et les soignants. Et c'est eux qu'il faut qu'ils se mettent ensemble et non pas... bon. Oh, maintenant, je voulais faire deux propositions que j'appelle promouvoir la communication. Le Comité national n'a pas parlé de ça. Moi, je pense qu'il faut faire un travail de prévention et un travail de réaction quand on est pris à avoir mis une caméra. Donc, il faut promouvoir la communication. Et là-dessus, il faut revenir, je crois que l'organisation, si on veut, le CHSLD, n'importe quel autre lieu de résidence intermédiaire, ça doit être vu comme un espace de reconnaissance et d'initiative. On reconnaît que quelqu'un a besoin de nous comme de service, mais en même temps, il faut valoriser l'initiative de ceux qui ont besoin du service. Moi, je pense que c'est le sens de ces CHSLD. Nous rendons service, mais en même temps, si on veut les respecter, c'est qu'ils ont aussi des initiatives à prendre. Il faut construire une communauté. Au fond, je pense qu'il faut le penser comme ça. Et l'expérience du placement, il ne faut pas l'oublier, c'est une dépossession. C'est une maison, j'avais un pouvoir de décision. Maintenant, j'ai perdu. Et une organisation accueillante, lorsque quelqu'un vit une dépossession, dit, ce que je vais essayer de préserver, c'est l'humanité du résident à ce moment de perte. Hein, c'est ça. Bon, je vais essayer de l'aider. Et là, il y a un travail d'éthique organisationnelle à faire, c'est de lui venir en aide pour que la vie lui soit encore bonne. Je pense que c'est ça qu'il faut veiller à faire. Ce travail, il doit se faire à 3 niveaux, autant du placement. Quand une famille est placée, quand un patient, un résident est placé, la famille se fait connaître avec ses hauts et ses bas. Hein. La famille discute toujours. Là, j'ai passé l'avant-midi à un cas à Montréal, là, où la famille refuse que le patient sorte. Et ça fonctionne dur même. Donc, la famille se fait connaître. Alors, quand la patiente ou le patient sera placé dans son lieu de résidence et sera accueilli dans le CHSLD, elle ne sera pas très heureuse. Hein? Personne ne sera heureux d'être là. Alors, comment on va l'accueillir? Mais il y a une personne qui a accompagné cette patiente ou ce patient de l'hôpital au lieu de placement, et elle connaît les hauts et les bas de cette famille. Et moi, je pense que cette travailleuse sociale ou cet autre intervenant devrait continuer pendant un bout de temps à accompagner le patient dans le lieu où il est transféré et travailler avec les intervenants du nouveau milieu pour faire connaître qui est cette famille. Et pourquoi cette famille, elle sera probablement très chialeuse. Elle est en colère que son parent soit déménagé et elle va continuer sa colère dans le milieu. Donc, il faut qu'elle soit aidée à intégrer ce milieu et je pense qu'on aurait besoin ici d'une personne qui est responsable du dialogue à promouvoir et de discuter avec le CHSLD pour le plan d'action. Puis au temps du déménagement, il y a des suivis de deuil à faire. Et c'est encore là, je pense que cette travailleuse sociale ou cette travailleuse sociale devrait être là pour aider. Et aussi au temps des premières difficultés. Première critique que la famille va faire à la gestion, je pense qu'on devrait de nouveau travailler avec la travailleuse sociale pour voir comment on peut, pour mieux connaître la famille, etc., et pouvoir agir. Bon, ceci étant, je ne parlerai pas du dernier, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a découvert une caméra cachée parce qu'on ne discutera pas. Et c'est un travail de comité d'éthique, au fond, que je propose qu'on fasse là-dessus. Je préfère les questions. Hein.